Donc, je dis très rapidement du coup mon plaisir d'être là, de présider cette séance. La transition en fait a déjà été toute faite avec la deuxième partie de la journée sur la recherche. Donc, j'appelle sans plus tarder les intervenants, donc Anaïs Boucher, Louise Détré et Fabrice Rubiela, c'est bien ça. Donc, il faut 3 places. Donc, je vais tout de suite libérer la place. Donc, des responsables de collection, des conservateurs. Donc on va passer sur l'histoire des collections aussi, avec une série d'interventions qui vont nous montrer, mais on l'a déjà vu, on a vu que justement la frontière entre la recherche sur les instruments de la recherche et la recherche elle-même était poreuse. Donc on va voir l'exploitation des dessins du point de vue de l'histoire des collections, peut-être souligner aussi le temps qu'ils se mettent en place. Tout l'intérêt, et là je parle aussi en tant que responsable au musée du Louvre, et Marielle l'a déjà dit, on a tous des bases de données, on a tous cet intérêt. Donc là, je pense que ce programme de l'INHA joue pleinement aussi son rôle fédérateur entre les différentes collections. Également avec les autres projets de l'INHA d'ailleurs, on peut rappeler le projet de recherche sur les ventes d'antiques. Et je pense que les projets se nourrissent aussi mutuellement. Donc ça, c'est aussi une belle chose à suivre. Et là, je peux continuer à meubler, sauf si ils arrivent. Bonjour, pardon pour ces petits inconvénients techniques. Tout d'abord, nous souhaitons remercier les organisateurs de la journée, et notamment Cécile Colonna pour leur invitation à participer à cette journée d'études. Et aussi, je voudrais remercier Louise Détré à mes côtés, qui a initié notre dynamique de travail et qui est celle qui est à l'origine de ce projet de recherche. Alors notre présentation va se faire à 3 voix, tout simplement parce que Louise avait commencé l'étude de l'objet que nous allons vous présenter en étant la responsable de la collection à la Cité de la Céramique à Sèvres. Anaïs Boucher, qui va venir tout à l'heure, est l'actuelle conservatrice à Sèvres et reprend en quelque sorte le flambeau. Et moi-même, j'étais à l'époque restaurateur et Louise m'avait confié l'étude de l'objet que nous allons vous présenter. Alors notre travail tend à montrer comment l'histoire des collections peut compléter l'approche matérielle d'un objet et en l'occurrence ici, comment le recueil de Muret peut permettre potentiellement de compléter les connaissances sur un objet qui est inédit. Alors cet objet inédit, le voici, il s'agit d'un cratère en calice fragmentaire, ici brisé en 9 fragments, décoré à fond blanc, qui a été redécouvert dans les réserves de la Cité de la Céramique à Sèvres en 2013 par Louise. Et donc, très brièvement, il s'agit de la partie supérieure du cratère, avec sous la lèvre un bandeau en relief décoré de palmettes en figure rouge. La vasque comporte un décor de 3 figures, une figure centrale masculine encadrée de 2 femmes. Comme il est très sale, vous avez énormément de mal à voir. Mais ici, donc, on a le personnage masculin, un autre personnage féminin ici avec l'échère peinte au blanc secondaire, et qui est une caractéristique de cette typologie d'objet. Et nous y reviendrons plus tard, mais ce vase nous semble attribuable au peintre de la Villa Giulia et serait donc datable du second quart du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est un vase inédit qui malheureusement n'a pas, et on ne sait pas pourquoi, n'a pas été inséré dans le corpus des vases étudiés par Madeleine Massoul lorsqu'elle a écrit le Corpus Vasorum Antiquorum en 1935.
Alors c'est un vase très fragmentaire, hein, presque alors ça peut paraître un peu ingrat au premier abord, mais c'est un vase qui présente de nombreux intérêts. Tout d'abord, à notre connaissance, il s'agit du plus grand ensemble de fragments d'un cratère en calice à fond blanc, à l'exception des rares cratères complets. Le cratère en calice à fond blanc étant quand même une typologie assez rare. Il permet également l'illustration de la technique du fond blanc dans les collections de Sèvres, alors qu'ils sont quand même très peu représentés. Et également son histoire moderne est encore à reconstituer et semble, comme je vous l'ai dit, potentiellement très riche et en lien avec Muret. Alors, la rareté de cet objet et son état de conservation a conduit à une étude préalable que j'ai réalisée en 2016. Alors, comme vous le savez très certainement, puisqu'il y a quand même des spécialistes ici de la céramique grecque, le fond blanc se développe tout au long du 5e siècle avant Jésus-Christ en Attique. Il est très employé pour les sites funéraires. Et en parallèle, il se développe aussi pendant le second quart du 5e siècle sur des grands vases comme les cratères. Le cratère en calice, c'est la typologie parmi laquelle on observe les chefs-d'œuvre dans ce domaine des cratères à fond blanc, notamment avec ici les deux vases, les deux cratères du peintre de la Fiale. Et un autre peintre que j'ai cité tout à l'heure a exercé cette technique en parallèle de sa production à figure rouge. Il s'agit du peintre de la Villa Giulia. Il emploie le fond blanc sur des formes assez variées. Vous en avez un florilège ici à l'écran. Et je vous demanderai de retenir le fragment qui est en bas de l'écran ici, qui est un fragment conservé à Lausanne, proche des fragments du cratère de Sèvres, et qui est un élément important de notre étude sur lequel on va revenir. Alors d'un point de vue matériel, j'ai été restaurateur, donc j'ai besoin presque de vous en parler très brièvement. Les fragments de Sèvres présentent des altérations très habituelles pour ce type d'objet, un objet brisé, lacunaire, avec des éclats de surface, un encrassement assez important du fond blanc, comme le montrent les tests de nettoyage sur la photographie de droite, et une abrasion et des usures du fond blanc et un effacement du décor. Fait peut-être qui va vous paraître anecdotique, mais il est quand même important, les fragments de Sèvres présentent des anciennes restaurations, en fait uniquement des collages, de campagnes de restauration, de type d'adhésif, sur lequel je ne m'attarderai pas, mais probablement réalisés au XIXe siècle. À l'issue de cette étude préalable, le C2RMF a réalisé une série d'examens et d'imagerie scientifique, et notamment la terre cuite et le fond blanc ont été analysés. Alors là, il n'y a pas eu de grande surprise. L'argile est calcomagnésienne, c'est caractéristique en fait de la production attique contemporaine, et notamment la même composition se retrouve sur les listes à fond blanc. Et le fond blanc des fragments de Sèvres est une argile calcaire ayant subi une cuisson. Là aussi, pas de grande surprise. Alors, le fait important et qui explique notre présence ici, on y arrive, c'est qu'en recherchant des cratères comparables, nous avons trouvé sur la base de données de la Bisilar Archive le fragment de Lausanne, donc ici présenté, qui est attribué au peintre de la Villa Giulia. Alors, comme je vous l'ai dit, on a émis l'hypothèse, mais qui reste encore à étudier, que le cratère de Sèvres pourrait avoir été peint également par le peintre de la Villa Giulia, si l'on s'en réfère à plusieurs critères formels de composition épurée, d'utilisation simple et limitée des couleurs, de traits de silhouettes noirs et brun orangé, alors qu'on retrouve très souvent à l'époque, mais caractéristique de ce peintre, me semble-t-il, et de la présence du blanc secondaire et d'une similarité des profils et des visages. Voilà. Alors, nous souhaitons aborder devant vous une hypothèse qui explique notre présence, c'est le fragment de Lausanne appartiendrait-il au cratère de Sèvres? Les dimensions, les proportions des deux vases et des fragments sont assez comparables, les personnages sont placés au même niveau, le décor secondaire est identique, les dimensions du bandeau en relief qui porte les palmettes sont identiques. Donc il y a quand même une réflexion, un travail plus fin à faire
sur les dimensions. Personnellement, je n'ai pas vu en vrai ce fragment, donc on n'a pas pu vérifier également les potentielles zones de contact. Et que si ces zones de contact existent, potentiellement, il pourrait y avoir ici une zone de contact, ce qui fait que, en fait, on est dans une zone qui déjà n'est pas jointive avec le reste du cratère, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il y a des vérifications à mener. Mais nous attirons votre attention, et c'est Louise qui m'a fait remarquer ceci, c'est que les deux cratères, en quelque sorte, celui de Lausanne et celui de Sèvres, comportent des traces d'adhésifs, ici à cet endroit, ici, me semble-t-il, encore faudrait-il le vérifier, à cet endroit pour Lausanne, et en tout cas, il manque des fragments qui potentiellement ont existé à un moment donné. Donc voilà, et peut-être qu'on peut reconstituer le cratère de Sèvres avec le fragment de Lausanne. Voilà, je laisse maintenant la parole à Louise. Merci Fabrice. Oh non, bouge pas, je te remercie. Alors, abordons à présent le cas qui nous occupe sous l'angle historique et intéressons-nous d'abord à la discrète acquisition par Sèvres de cette pièce pourtant exceptionnelle, quoique fragmentée. Puis voyons comment un échange avec Cécile Colonna dans le cadre de ce projet du Digital Muret conduit à réévaluer l'hypothèse d'une appartenance commune des fragments de Sèvres et Lausanne. Alors, la modestie de Fabrice l'a empêché de dire que c'est lui qui avait repéré le fragment de Lausanne. Alors, j'ouvre cette partie par un clin d'œil. Vous constatez que Sèvres connaissait les cratères à fond blanc dès 1848 pour en produire en biscuits de porcelaine. Et Laure Chaban a effectivement montré ce que ces vases à fresques devaient au lécite à fond blanc attique. Alors, marchand de curiosités, céramiste et restaurateur de son état, Adolphe Meyer est l'auteur de 4 dons de ce que l'on qualifiera effectivement poliment de curiosité au musée de Sèvres. Alors, plus sérieusement, il offre à cette institution qui plaçait l'étude des techniques et des altérations au cœur de ses préoccupations des objets modestes mais instructifs. Alexandre Brognard revendique effectivement pour le musée de Sèvres cette spécialité technique, pour reprendre son expression, tandis que Denis Désiré Riocreux, le premier conservateur du musée, installe une armoire des défectuosités au musée par exemple. Alors, Archives de la manufacture et publications contemporaines éclaire la carrière du praticien Meyer, débuté à Sèvres. Alors, cette lettre de recommandation rédigée en 1846 par Alexandre Brognard à l'attention d'Alphonse de Cailleux, administrateur des musées royaux, en témoigne. L'administrateur de la manufacture, apparemment satisfait de ce restaurateur à la fois habile, rapide et abordable, l'a déjà recommandé à la bibliothèque, au Louvre et à d'autres, assure-t-il. Parmi d'autres exemples, ce registre montre effectivement l'étendue des talents de ce Meyer, le remontage à broche et écrou, la restauration, donc ici d'un vase grec, et Fabrice, dans son mémoire de muséologie de l'École du Louvre, avait repéré des interventions de Meyer sur des vases grecs dès le début des années 1840, ou encore, vous le voyez, la fourniture de socles. Je remercie Mathilde Davisso-Broustet d'avoir confirmé l'activité d'Adolphe Meyer au cabinet des médailles, et vous en montre ici un exemple sur lequel il est exclu de s'appesantir. Almanach et publications liées à l'exposition universelle de 1855 documentent enfin une compétence dont il s'enorgueillit, l'imitation à l'économie, et je cite, « dans une pâte cuite, des porcelaines chinoises et japonaises qui lui valent une médaille de seconde classe ». Notre cratère fragmentaire a appartenu à la prestigieuse collection du duc de Blacas, prêtant l'inventaire du musée de Sèvres, donc le donateur. Le duc lui-même a fait un don au musée céramique en 1830. Alors, ironie du sort, c'est un lécite à fond blanc. Et du fait sans doute de la date tardive du don Meyer, 1859, Andrea Milanese, auteur de l'étude de référence consacrée à cet amateur et que nous avons sollicité, suggère qu'il puisse s'agir plutôt d'un achat de son fils, Louis. Alors, ces objets auraient-ils été confiés à Adolphe Meyer pour restauration par l'un des ducs avant de lui être cédés ? Bisley nous dit, du fragment de Lausanne repéré par Fabrice, qu'il était restauré. Fabrice l'a rappelé. Alors, ces fragments, je cite l'inventaire, peints à sujet de figures dessinées au trait sur engobe blanche, sont bien acquis pour cette particularité technique et en témoignent, vous le voyez, les petits appliqués qui mettent en valeur ce passage. Alexandre Brognard s'est intéressé au fond blanc dans le cadre de la rédaction de son traité,
Je n'insiste pas, mais pour souligner qu'en l'absence d'argile plastique blanche en Grèce, un engobe fournit le fond blanc, qui reçoit parfois un décor non cuit. Tout ça, donc, il l'avait vu. S'ils avaient été acquis sous le directorat de Brongniart, est-ce que ces fragments auraient connu une autre destinée scientifique ? Alors, au contraire, ce groupe homogène de fragments dont Fabrice a rappelé l'importance semble ignoré, mais vous nous démentirez peut-être. Et à titre d'exemple, vous voyez que la légende portée par Jean-Baptiste Muret au revers de sa planche déclare le fragment donc, de Lausanne le plus grand connu. Mais naturellement, la validité de cette remarque dépend entièrement d'une séquence d'événements dont nous ignorons tout. Cécile Colonna, en nous informant que le fragment lausannois avait appartenu à la collection d'Arnaud Morel-Fatio, éminent numismatiste à la bibliothèque, rendait a priori plausible la présence de ce tesson dans les décennies centrales du XIXe siècle à Paris, où Muret l'aura reproduit, peut-être. Elle a, comme Anaïs, favorisé notre prise de contact avec Lionel Pernet, directeur du musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne, lequel a à son tour accordé le meilleur accueil à nos sollicitations et nous a généreusement renseignés sur celui qui est devenu le conservateur du musée des Antiquités de Lausanne. Donc voilà donc, grâce au digital Muret, une piste de recherche renouvelée et qu'ils en soient tous bien vivement remerciés. La suite, puisque c'est vraiment work in progress de jour en jour. Donc, effectivement, cette hypothèse ayant été soulevée, maintenant, il va falloir la tester. Donc, c'est ce à quoi on va essayer de s'atteler avec Lionel Pernet. Donc, première étape, effectivement, ce serait de pouvoir faire venir un moulage du tesson de Lausanne à Sèvres, pour qu'on puisse déjà voir, en tout cas, si là où on pense que ça peut être jointif, s'il y a un collage, en tout cas potentiel qui peut exister. Si ça ne l'est pas du tout, au moins, voilà, on éliminera peut-être un élément. Et en tout cas, si en tout cas on a l'impression que c'est jointif, là, la possibilité de faire venir le tesson original serait effectivement intéressante. Donc, au musée de Lausanne, il y a un laboratoire de conservation-restauration qui peut effectivement nous fournir le moulage. Si le tesson de Lausanne n'est pas jointif, je pense que ce n'est pas forcément vu, toutes les caractéristiques de ce tesson qu'a énoncé Fabrice, le fait qu'on ait aussi bien au niveau des palmettes que du décor quand même une très très grande proximité. Ça pourrait quand même valoir le coup de tester en fait au niveau, je sais pas, de la courbure du tesson, etc. Voir si on pourrait replacer en fait, en tout cas tous ces fragments ensemble sur une même forme. Alors effectivement, avant de passer sur une reconstitution, je dirais matérielle de l'objet, il y a des choses qui peuvent être faites de manière virtuelle en faisant une photogrammétrie des tessons et en essayant de les manipuler comme ça dans l'espace, en testant plusieurs hypothèses sur les dimensions possibles de ce cratère en calice par rapport, disons, aux références qu'on a d'autres types de cratères en calice à fond blanc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Moi, je m'étais intéressée à ce qui avait été fait plutôt côté de la proto-histoire, avec le conservatoire numérique du patrimoine archéologique de l'Ouest, où en fait les archéologues principalement, mettent toutes leurs données numériques issues de photogrammétrie en commun, et ça permet de tester un certain nombre d'hypothèses. Et ils ont élaboré depuis 2014 un certain nombre de protocoles en fait, où on peut réaliser en utilisant Photoscan, en utilisant Blender, un certain nombre de logiciels en fait qui sont d'accès assez simple, voilà, c'est pas onéreux, de pouvoir tester un certain nombre d'hypothèses comme ça en réalité, on va dire, augmentée, virtuelle. Donc ça, je pense qu'ils sont à la recherche, en plus, dans ce laboratoire qui dépendent de l'Université de Rennes, d'un certain nombre de projets comme ça pour tester, pour s'améliorer. Donc je pense qu'on pourrait leur présenter notre projet, en tout cas, pour qu'ils nous aident à tester, en tout cas, ou à valider cette hypothèse. D'autant plus que ces possibilités de replacer les tessons comme ça dans l'espace
peuvent aboutir en fait à une recherche en fait pour vraiment redonner forme à ce vase d'un point de vue muséographique, puisque là, il y a une étude préalable à la restauration qui a été réalisée par Fabrice. La prochaine étape, ce serait comme au moins pour les tessons de Sèvres, qu'on les restaure, puisque vous avez vu qu'il y a un encrassement assez important qui empêche la lisibilité du décor. Donc, il y aurait effectivement ce travail de restauration très encadré, évidemment, à réaliser vu la fragilité du vase. Et puis, il y aurait effectivement aussi un relevé à faire de ce décor après la restauration, mais pour ensuite donner effectivement à voir au public ce que a pu être ce cratère en calice à fond blanc à Sèvres peut-être, Lausanne, on verra. Donc, effectivement, il y a différentes façons de procéder. Généralement, quand il y a suffisamment de fragments, même quand ils sont déjà très fragmentaires, il y a ce type de restauration qui sont possibles avec une restitution, on va dire, en plâtre ou en argile, ou des systèmes de soclage. Sauf qu'effectivement, comme vous l'avez vu, nous, on dispose quand même d'assez peu de tessons. Donc la solution pourrait être effectivement de générer à partir de la proposition virtuelle qui aurait été validée, en fait, une restitution peut-être en résine sur laquelle on pourrait venir fixer les fragments. Donc là, c'est un exemple que je donnais plutôt pour des objets de l'âge du bronze. Là, évidemment, le fond est noir, mais nous, on pourrait choisir une résine blanche naturellement. Donc ça, c'est une hypothèse. Après, effectivement, on est à Sèvres. Donc, la Cité de la céramique, on a un certain nombre de talents qu'on peut mettre à contribution. Donc, on peut imaginer qu'une fois qu'on a les cotes, en fait, qui correspondraient finalement aux dessins d'épure qui sont utilisés par les artisans de la manufacture, nous, on a quand même des équipes. On a un atelier de plâtre avec la capacité de tourner le plâtre pour réaliser en fait un support sur lequel on pourrait vraiment aussi venir insérer les tessons. Et puis on peut aussi rêver et aller au-delà, c'est-à-dire que rendre la forme, mais aussi donner à voir justement ce décor qui là ne nous a pas été possible de visualiser, en passant par les talents en fait des dessinateurs, nos ateliers de décoration. Une fois si on a un relevé précis qui est fait sur les tessons avec un déroulé, ce serait tout à fait possible. Donc, j'ai juste donné en exemple quelques petits vases. Donc, ça, c'était des reproductions qui ont été faites par une plasticienne pour les musées de Dinan. Mais voilà, on peut imaginer effectivement à Sèvres une restitution du décor, et je remettais ces créations d'après l'antique de Sèvres, puisque effectivement, refaire des dessins d'après l'antique, c'est quand même un peu une tradition dans la maison, donc ce serait tout à fait possible. Voilà, merci beaucoup à vous, donc à suivre. Merci pour cette belle présentation. Et puis comme l'organisation de cette journée est parfaite, Lionel Pernet est là et pourra sans doute dire des choses, à moins qu'il y ait déjà des questions de Martine, par exemple. Merci. Au cœur de ce dossier très complet que vous avez monté, il y a quelque chose qui manque, alors j'ai mal suivi, mais la description de l'iconographie de ce fragment, c'est-à-dire on a entrevu des figures féminines. Est-ce que dans la possibilité qu'il puisse être jointif avec le fragment de Lausanne ou appartenir au même vase, ce qui est encore une autre solution, encore plus embêtante d'ailleurs, parce que là on reste dans le domaine de l'hypothèse, mais ça arrive quelquefois qu'on ait il y a quand même l'ambiance iconographique qui joue. Donc, est-ce que vous pouvez dire très rapidement sur le fragment de Sèvres, ce qui est représenté, et sur celui de Lausanne, et est-ce que ça peut appartenir, par exemple, je ne sais pas, si on a des personnages dionysiaques, vous avez un élément en support de votre hypothèse qui vient s'ajouter. Voilà. Que font ces personnages sur les fragments de Sèvres? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est très usé, mais...
Alors, d'un point de vue iconographique, je pense que l'encrassement de la surface empêche vraiment de... Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas permis d'aller jusqu'à une interprétation. On a un petit peu des têtes qui flottent. Hein. Je pense que les corps sont quasiment effacés. Celui de Lausanne, moi, la photographie qu'il y a sur la base de la Bisley Archive est repeint. La photographie que Lionel Pernet nous a fournie aujourd'hui, les repeints ont été enlevés, donc on a quand même un décor qui est plus abîmé que ce qu'on pensait et qui est plus proche de l'état de celui de Sèvres. Mais je suis pas. Alors moi, je me suis pas vraiment. À l'époque, je m'étais pas vraiment penché sur ces questions d'iconographie. Mais on peut en discuter avec grand plaisir si vous avez une idée. Ouais. 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 La coiffure, hein, je pense à la coiffure par exemple. Ouais. Ouais. Alors, moi je me demande quand même une chose, c'est que si ce fragment de Lausanne appartient au cratère de Sèvres, je me demande quand même s'il n'appartiendrait pas à l'autre face. Parce que voilà, il y a un problème de jointif, et puis je pense que la face A ou B, je ne sais pas celle qui est conservée à Sèvres, et m'a l'air plus ou moins complète tout de même. Mais voilà. Juste un tout petit complément, mais qui ne fait pas du tout avancer la question. Pour Muret, c'était une scène de Dexiosis. Il pensait qu'en face de la femme, c'est ce qu'il écrit au revers, il pense qu'en face de la femme, il y avait un homme, entre un homme et une femme. Question aussi sur l'origine des... Est-ce qu'on peut avancer de ce côté-là, sur l'historique des fragments? Est-ce que justement ce que j'évoquais sur les ventes, alors c'est les ventes de fragments, donc on est encore dans un système un peu différent, surtout au 19e, mais Morel Facio, enfin on peut le pister à travers la base justement des répertoires. L'autre personnage aussi, est-ce que là vous avez un vague espoir de pouvoir pousser? Ça n'a pas l'air. Non, mais je pense que peut-être aussi déjà voir à Lausanne tout ce que vous avez aussi dans vos archives sur la provenance de la collection. Mais non, je vois Cécile me fait non. Donc, parce qu'effectivement, là sur Meyer, avec l'hypothèse Black Hat, je pense qu'on a voilà. Louise avait déjà été quand même assez loin et je pense pas que nous... Je n'étais pas allée plus loin que l'inventaire qui nous dit Duc de Blacas, mais en revanche pour Lausanne, il y a marqué, alors, à ma connaissance, c'est pas inscrit au revers de la planche de Muret qui serait la première attestation de figurer de toute façon de ce fragment, mais dans les publications, John Mertens, etc., pour le fragment de Lausanne, on a Tars, ce qui est un petit peu curieux et qui nous avait déroutés au début, et c'est vrai que sans cette conversation avec Cécile, où on a eu l'impression de pouvoir raccrocher un petit peu les wagons, on était un petit peu déboussolés. Mais si je ne me trompe pas, mais on saura, Monsieur Pernet, avec votre communication peut-être, dans les objets que tu m'avais montrés, Cécile, il y avait un grand nombre de pièces qui venaient de Tars, à Lausanne. Donc je ne sais pas s'il y aurait eu une contamination. Pour l'instant, on ne peut strictement rien dire, on ne sait pas. Le duc a fouillé. On en a beaucoup parlé avec Cécile, mais malheureusement pour l'instant on a très très peu d'informations dans nos archives sur la manière dont Morel Facio a acquis le lot Muret. C'est pas une vente publique, c'est probablement auprès du fils. Comme il était très en cheville avec les collègues du cabinet des médailles à Paris, il devait connaître le père. Il prend la direction du musée en 66, Morel Facio, donc la même année que celle du décès de Jean-Baptiste Muret. Et on a dans nos registres d'archives, en fait, dans l'inventaire, il devrait y avoir une liste des objets de la collection Muret, mais en fait, quand on va dans l'enveloppe, il n'y a plus rien, donc il faut qu'on fasse encore des recherches. Par contre, on a les livres d'inventaire du musée qui, heureusement, ont repris la mention collection Muret, collection Muret, collection Muret. Donc pour les 430 objets qui sont attestés dans le livre d'inventaire, on a cette mention. Mais après, sur la manière dont Morel Facio l'a acquis et sur l'histoire des objets avant que Muret les dessine ou qu'ils soient transmis à Lausanne, ça ne sera pas à Lausanne qu'on trouvera les infos, je pense.